La Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, CCIT, a un nouveau président. Dans la course au fauteuil de la dite chambre, qui opposait José Siménou et Patrick Magnon, le Dr Siménou a obtenu 43 voix contre 31 voix pour son concurrent. Ceci fait de lui le nouveau président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo. L'ancien président de l'Association des grandes entreprises du Togo a pour ambition de transformer la dite chambre en un pilier essentiel du développement économique pour la nation togolaise. Pour parvenir à cet objectif, il compte se reposer sur plusieurs stratégies, à l'instar du leadership, la diplomatie, la formation, le soutien à la production locale, le tourisme et l'hôtellerie, le renforcement de l'attractivité du Togo pour les investisseurs, l'adoption de nouvelles technologies et les considérations environnementales. En ce qui concerne sa gouvernance à la tête de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, il déclare, je cite, « La transparence et la bonne gouvernance sont des priorités absolues pour moi et je m'engage à faire de la CCI Togo un modèle d'intégrité et d'exemplarité. » Fin de citation. Selon José Siménou, des audits réguliers seront désormais commandités sur les activités et les finances de la Chambre du commerce et les résultats publiés chaque année. Il prévoit aussi un comité indépendant de gouvernance. Ce comité se chargera de superviser les pratiques internes et aussi de veiller au respect des normes les plus élevées en matière de transparence et de responsabilité. Pour maintenir le niveau de l'intégrité de l'institution, un code d'éthique associé à des procédures claires de déclaration des conflits d'intérêts sera adopté dans les prochains jours. Les sapeurs-pompiers de Lomé tirent la sonnette d'alarme face à une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Le manque de civisme observé lors de leurs interventions d'urgence. Ce jeudi, le lieutenant-colonel Yao Asagbe, chef-corps des pompiers, a dénoncé des comportements inappropriés qui compliquent les opérations de sauvetage et mettent des vies en danger. L'un des problèmes majeurs signalés est le manque de réactivité. En effet, de nombreux témoins privilégient la capture d'images ou de vidéos qu'ils partagent sur les réseaux sociaux au lieu de contacter immédiatement les services d'urgence. Cette habitude, que le lieutenant-colonel qualifie d'irresponsable, peut s'avérer fatale. Chaque seconde compte lors des interventions d'urgence et ces retards sont souvent cruciaux, a-t-il averti. Par ailleurs, une autre difficulté récurrente est l'obstruction des routes par des automobilistes qui ignorent les sirènes des véhicules de secours. Il arrive fréquemment que nos véhicules soient bloqués en route vers les lieux des incidents, malgré les signaux sonores et lumineux que nous activons, a déploré le lieutenant-colonel Asagbe. Face à cette situation, les pompiers appellent les citoyens à faire preuve de plus de responsabilité et de civisme. Il est essentiel, selon eux, de signaler rapidement les incidents aux services compétents et de libérer les voies de circulation dès qu'une sirène d'urgence retentit. Alors qu'ils appellent à plus de civisme et de coopération citoyenne, il est également légitime de s'interroger sur l'efficacité de leur propre procédure d'intervention. La sensibilisation du public est essentielle, mais elle doit s'accompagner d'une réflexion interne sur l'optimisation des stratégies de réponse aux urgences, car la sécurité publique repose autant sur le civisme que sur la capacité des services d'urgence à s'adapter et à répondre efficacement aux défis. Déclarée éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé en 1980, la variole du singe a refait surface en 2023 en République démocratique du Congo sous une nouvelle souche. Selon le ministre de la Santé congolais, le pays a déjà enregistré plus de 15 000 cas potentiels avec plus de 500 décès depuis le début de l'année. Quelques jours plus tôt, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré la maladie urgence de santé publique de portée continentale et internationale. Au Togo, le ministère en charge de la Santé prend des dispositions pour renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire avec une attention particulière sur les points d'entrée du pays. La variole du singe déclenche les mêmes symptômes que la variole, mais peu prononcés. Elle commence par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons et de la fatigue. À ce jour, le Togo n'a pas encore enregistré de cas. Ainsi, la population est appelée à une vigilance accrue avec l'adoption des comportements sanitaires comme le lavage régulier des mains, la couverture de la bouche et du nez lors des éternuements ou de toux,
tout en évitant le contact avec le sang ou les liquides corporels d'une personne suspecte. En cas de suspicion, le ministre de la Santé recommande que l'intéressé soit rapidement dirigé vers un centre de santé pour une prise en charge adéquate. En Ouganda, le bilan du glissement de terrain de la semaine dernière s'élève désormais à 35 morts, dont 12 jeunes, selon la police qui a indiqué vendredi qu'au moins 28 autres personnes sont toujours portées disparues. L'accident s'est produit vendredi dernier en fin de journée lorsqu'un pan important de la décharge de Kitési s'est détaché à la suite de pluies torrentielles. Il s'agit d'une montagne d'ordures dans la banlieue nord de Kampala, la capitale. Des dizaines de maisons situées à proximité ont été ensevelies avec leurs habitants endormis. Mercredi dernier, 9 autres corps ont été retrouvés en plus des 26 initialement annoncés. La police a notifié des difficultés à identifier certains corps nouvellement repêchés en état de putréfaction avancée. Elisabeth avait 16 ans lorsqu'elle a vu sa voisine se vider de son sang pendant l'accouchement dans le nord du Soudan du Sud. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de devenir sage-femme pour essayer d'épargner à d'autres le même sort. Mais dans un pays où le taux de mortalité maternelle continue d'être élevé et où l'état des infrastructures est déplorable, exercer le métier de sage-femme est un défi au quotidien. C'est très difficile d'être une sage-femme et de voir quelqu'un en train de mourir. Vous ne pouvez pas l'aider car vous n'avez pas les équipements nécessaires. Vous vous sentez mal parce que vous voulez aider cette personne, mais vous ne pouvez même pas le faire parce que vous avez été déplacé et vous n'avez pas d'équipement pour aider ces personnes. C'est un véritable défi que j'ai vu pendant cette crise. Au Soudan du Sud, les femmes meurent de complications liées à la grossesse en raison du manque d'accès aux soins médicaux, de personnel qualifié et aux produits de première nécessité tels que l'eau et l'assainissement. Je suis reconnaissante qu'il y a un hôpital ici. S'il n'y en avait pas, ma vie aurait pu s'arrêter hier. Lorsqu'ils m'ont emmenée à l'hôpital et qu'ils ont retiré le bébé, je me suis sentie mieux. Une grande partie du pays n'ayant pas de réseau routier, les femmes enceintes sont souvent obligées de marcher pendant des heures ou des jours jusqu'à la clinique la plus proche. L'un des plus grands défis est que les femmes rencontrent des problèmes d'accès aux soins de maternité. Il peut s'agir de problèmes d'accès à l'argent. Il se peut que le transport soit difficile en raison de l'état des routes, de l'inondation ou du manque d'argent pour payer le transport. Et lorsqu'elles arrivent dans les centres de santé, des fois, ils ne sont pas fonctionnels. Les Nations Unies estiment qu'environ 1200 femmes meurent pour 100 000 naissances vivantes au Soudan du Sud, selon les statistiques de 2020. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi la résolution 2748 qui prolonge la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, jusqu'en décembre 2024. La mission a réduit son personnel et devrait transférer ses responsabilités en matière de sécurité aux forces somaliennes à la fin de l'année. L'ambassadeur somalien Aboukar Daïr Osman a salué ce nouveau délai accordé à ATMIS qui, selon lui, permettra d'assurer une transition en douceur. Le diplomate reconnaît tout de même des retards dans presque toutes les phases de la réduction des effectifs. Cette résolution intervient quelques mois après que la Somalie ait sollicité la fin de la mission de maintien de paix des Nations Unies afin de lutter contre le groupe extrémiste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. L'épidémie de choléra a sévi dans 14 pays d'Afrique depuis le début de l'année 2024 selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 pays, les Comores, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, sont à ce jour considérés comme étant en situation de crise particulièrement aiguë. La sous-région orientale du continent connaît actuellement la saison des pluies et elle est confrontée à une résurgence des épidémies. Le phénomène El Niño a provoqué à la fois des sécheresses et une augmentation des niveaux de précipitations, provoquant des inondations et des glissements de terrain dans certaines communautés. Cette situation augmente le nombre de cas de choléra et le risque de recontamination des zones précédemment contrôlées.
Le nombre de cas de choléra et de décès signalés au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique au 31 mai était respectivement de 14 973 et de 1618, avec un taux de mortalité de 1,7%. 5 pays, les Comores, la RDC, l'Éthiopie, la Zambie et le Zimbabwe, représentent 86,5% du nombre total des cas et 94,6% du nombre total des décès signalés cette année. En mai dernier, 11 pays, Burundi, Comores, RDC, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, ont signalé un total de 13 247 nouveaux cas et 126 décès. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdel-Lati a déclaré vendredi qu'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza était nécessaire pour mettre fin à une escalade qui pourrait entraîner la région dans une guerre plus vaste. Il s'est rendu à Beyrouth pour s'entretenir avec le ministre sortant libanais. Un cessez-le-feu immédiat doit être conclu dans la bande de Gaza afin de mettre un terme à la violence. J'ai également affirmé la condamnation totale par l'Égypte des politiques provocatrices qui incluent certainement la violation de la souveraineté libanaise. Nous réaffirmons une fois de plus le soutien total de l'Égypte à l'unité du Liban, à la sécurité de ses territoires et à la souveraineté libanaise. Toute violation de la souveraineté libanaise est entièrement condamnée. L'agression de la banlieue sud de la capitale Beyrouth est totalement rejetée et nous l'avons fermement condamnée. La tension est montée au Moyen-Orient à la suite de l'assassinat d'un haut responsable militaire du Hezbollah et du chef du Hamas. Badr Abdel-Lati est le troisième représentant d'un pays impliqué dans les efforts diplomatiques visant à apaiser la situation, à visiter le Liban.